Bonjour à tous, bienvenue dans le premier interview de Perspective Affaires. Ici Francis Giroux, ça va très bien? Très bien toi-même. Ah oui. Francis Giroux, comme vous avez peut-être entendu dans la vidéo d'introduction, c'est un directeur de vente chez Industriel Alliance. Ça fait depuis 2015 qu'il fait ça. Puis en fait, c'est un ami à moi de longue date. On est allé au secondaire ensemble, on est allé en Chine ensemble, on a fait des échanges étudiants. Puis depuis le secondaire, c'est là que tout a commencé pour Francis. Puis, en fait, on a une première question pour toi. Tu travailles chez IA depuis 2015. C'est quoi Industriel Alliance? C'est quoi l'entreprise? Industriel Alliance, c'est un groupe qui a été fondé en 1892. Dans le fond, Industriel Alliance, on est un groupe financier fièrement québécois. On a au-dessus de 4 millions de clients auprès de notre compagnie, fait que c'est plus que 10% de la population du Canada. Quand même, c'est cool. C'est assez gros. Puis, effectivement, dans le fond, on est un des plus gros joueurs dans le secteur des finances au Canada. On a aussi des succursales aux États-Unis. Puis, dans le fond, on gère au-dessus de 100 milliards de dollars sous notre gestion administration. Fait que ça prend un petit peu de l'envergure de la taille de notre compagnie. Puis en fait, disons, les services que vous offrez, tu es un client, tu viens chez Industriel Alliance, c'est quoi qui t'est offert? Dans le fond, Industriel Alliance est capable de faire une gamme de produits, de là notre nom, le groupe IA, IA Groupe Financier. Ça va aller au niveau de l'assurance de personnes, l'assurance de dommages tels auto-habitation, des produits d'épargne de tout genre. On va même aller jusque dans le financement hypothécaire ou du financement auto. Ça, c'est une ligne d'affaires principale. C'est assez large, puis ça parle un peu de tout. Puis ça peut s'appliquer à toutes les personnes un peu. Oui, absolument. Ouais. Bon. Puis aujourd'hui, depuis 2018, en fait, tu es rendu directeur de vente. Oui. Pour le public, pour l'auditoire, c'est quoi un directeur de vente chez Industriel? Un directeur de vente à l'Industriel Alliance, c'est quelqu'un, ça va être comme un phare dans le fond. Nous, on est là pour aider une équipe à atteindre les objectifs, à se développer. Dans le fond, directeur de vente, moi-même, qu'est-ce que je vais faire? Mon travail, ça va être de recruter des nouvelles personnes, les former, leur montrer comment est-ce que le travail fonctionne pour que par la suite, ils deviennent autonomes et qu'ils soient capables de le faire par eux-mêmes. Donc, ça ressemble à ça. Fait que c'est comme vraiment un formateur, un gros leader d'une équipe qui va évoluer, puis toi, t'es comme les reines de tout ça. Oui, exactement. Puis ton horaire, dans tous les jours, on s'entend, il y a probablement des trucs que tu répètes plus souvent, d'autres que tu fais moins. Ça ressemble à quoi un peu un horaire de directeur le matin quand tu arrives jusqu'à la soirée? Une journée typique de directeur de vente, souvent, en avant-midi, ça va regrouper plus des formations ou des réunions de gestion. Vraiment, ça va être ça. Des fois, je reçois des formations. Des fois, je dois même donner les formations pour former mes propres agents ou des agents de d'autres équipes parce que c'est un travail d'équipe, ce qu'on fait. Puis, l'après-midi, là, on va y aller plus en des activités à ce qu'on appelle au rendement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être contacter des clients, booker des rendez-vous, procéder à des rendez-vous pour rencontrer de la clientèle et offrir nos services. Puis ça peut aller même à l'extérieur des heures de travail? Ou Dans le fond, moi, ma journée typique, moi, je vais commencer autour de 9 h parce que je suis un directeur et je vais travailler des fois jusqu'à 20 h le soir. Mais ça dépend des journées. Parfois, c'est un petit peu plus court. Rarement, c'est plus long, mais ça ressemble à ça. Puis un peu, est-ce qu'il y a du télétravail ou tu es toujours au bureau? Sûrement pas, vu que tu rencontres les clients, ou ils doivent toujours venir vers toi? Dans le fond, comment nous, est-ce qu'on fonctionne? On doit aller vers les clients pour aller offrir nos divers services financiers auprès de l'Industriel Alliance. Puis, on va se déplacer chez les personnes pour aller offrir nos services. Fait que dans le fond, on a une partie de travail au bureau, puis on a une autre partie de travail sur la route. Fait que ça nous garde vraiment en mouvement, on n'est pas toujours derrière un écran. Parfait. Après ça, en gros, les personnes vont faire appel du service. C'est quoi ton impact concret sur tes clients, tu dirais? Mon impact concret, dans le fond, moi, si je fais une belle phrase, mon travail à moi, c'est aider les gens à créer et se protéger un patrimoine familial. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On peut s'y prendre de plusieurs manières. Les gens souvent ont déjà des couvertures d'assurance, par exemple. Des fois, la couverture peut ne pas convenir. On va aller améliorer la situation. Des fois, ils n'en ont pas du tout. On va leur en procurer. Ou ça peut aller aussi au niveau de l'épargne. Comme tout le monde a des projets, tu veux peut-être acheter une propriété, tu veux partir un commerce. Fait que dans le fond, les gens, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils sont pas toujours certains de comment est-ce qu'on va s'y rendre. Fait que moi, je suis là pour m'asseoir avec la personne, l'aider à se structurer pour l'aider à atteindre ses objectifs financiers. Par exemple, la personne veut acheter une maison dans 3-4 ans. Exactement. Là, tu donnes un genre de cadre, un budget, une planif, où tu peux économiser, si tu peux même faire fructifier ton argent, ou c'est plus ou moins
le but de FIA? Dans le fond, mon but, ça va être de créer vraiment un plan, par exemple. Pour que ça arrive un jour. Oui, exactement. Fait que je vais aider la personne à épargner de façon systématique, d'une façon régulière, pour que la personne arrive à accumuler son argent, pour que dans 3-4 ans, il va avoir l'argent pour acheter, réaliser son rêve, peu importe ce que c'est. OK. Puis là, on parle beaucoup des différentes tâches. Si on pourrait les énumérer, là, tu as le déplacement, tu as la rencontre de clients, tu aurais la formation au recrutement. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres tâches un peu administratives ou des tâches qu'on a plus ou moins parlé jusqu'à là? Oui. Il y a une tâche importante que je n'ai pas encore discutée, c'est la prospection. Ça, c'est vraiment l'essence de notre travail. Il faut allouer un temps pour aller rejoindre des nouvelles personnes pour offrir nos services financiers. Okay. Parce que les gens ont besoin de services financiers, mais n'en sont pas toujours conscients. Fait qu'on est plutôt dans un domaine de l'offre. Okay. Fait que c'est une tâche qui est importante, la prospection, puis on doit en faire sur une base quotidienne, régulière, si on veut s'en sortir, parce que tout part de là. Dans le fond, comment est-ce qu'on réussit dans notre domaine? C'est vraiment en faisant des rendez-vous. Les rendez-vous, on les a de la prospection. OK. Dans toutes ces tâches-là, est-ce qu'il y a des choses que tu délègues en tant que directeur? Est-ce qu'il y a des trucs que c'est ton équipe qui fait pour toi ou que tu relais ton équipe à faire? Je te dirais surtout, en fait, je vais aller avec mes nouvelles recrues. Mes nouvelles recrues, comment est-ce que ça fonctionne? Au début, quand ils rentrent et ils commencent à faire le travail, ben, ils n'ont pas d'expérience et ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils s'en vont faire. Donc, le principe, c'est qu'au début, moi, je vais faire la tâche pour eux et ils vont m'observer la faire. Un genre de shadowing que tu suis la personne pour apprendre. C'est ça. Exactement. Fait que dans le fond, moi, je vais leur montrer à faire la tâche et progressivement, ils vont acquérir de l'expérience jusqu'à ce que je leur transmets la tâche pour qu'ils soient capables de la faire par eux-mêmes de façon autonome et qu'ils puissent réussir dans leur carrière. D'où le rôle de formation en tant que directeur, que là, les personnes deviennent autonomes plus en plus. Oui. Donc là, tu pourrais qualifier ce travail-là aussi d'autonome en tant que tel, ou c'est vraiment un travail d'équipe, il y a un esprit d'équipe, il y a une famille autour de tout ça, ou comment tu t'enlignerais par rapport à ça? Je te dirais que notre travail, c'est un travail individuel, dans un esprit d'équipe. Dans le fond, chaque personne va faire son propre travail, mais on n'est jamais tout seul vraiment dans notre coin. Nos collègues, ils sont jamais bien loin. Il y a toujours quelqu'un d'autre au bureau. Okay. Puis des fois, on va se mettre ensemble, on va peut-être se challenger ou on va se motiver mutuellement à faire des appels ou peu importe, à faire des activités parce que c'est toujours plus le fun de travailler ensemble que tout seul dans son coin. Fait que je le décrirais comme ça. Puis après ça, si on veut parler d'allocation de ton temps, comment tu pourrais mettre ça en termes d'heures par jour, telle tâche, telle chose, plus de temps? Je te dirais que j'allouerais 30 à 40% de mon temps en prospection. Okay. Parce que même quand on organise des rendez-vous, il y a des choses qui arrivent, le client a oublié. La communication, on envoie des courriels, on répond, on parle au téléphone. C'est ça, effectivement. Fait qu'un 40% de prospection, un autre 40% qu'on va être principalement sur la route. Okay. Puis après, ben, il va nous rester un 20% du temps pour faire des tâches administratives qu'on n'a pas le choix de faire, puis de l'ajustement. Okay. J'allouerais ça comme ça. Puis, donc là, je pense qu'on a fait un beau tour de c'est quoi le travail d'un directeur de vente. On va revenir à ton premier poste qui était préposé administratif en 2015 quand tu es sorti directement du secondaire, puis tu as commencé ce poste-là. C'est un poste d'entrée ou c'est comment je veux dire par un poste d'entrée, est-ce que c'est un poste obligatoire à l'entrée dans le domaine, le préposé administratif? Dans le fond, non, c'en est pas un. C'était vraiment optionnel. J'ai eu ça un petit peu par chance parce que originalement, ce même été, j'ai appliqué pour la ronde à la base. Et la ronde, ils m'ont refusé. Okay. Moi, je voulais un job d'été, je voulais pas passer 3 mois sur la console. Fait que mon père m'a mis la puce à l'oreille qu'il y avait un poste d'étudiant pour justement l'administration. Fait que je dis pourquoi pas. J'y ai été, puis ils m'ont pris. Fait que qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis un petit peu de me tremper le bout des pieds dans la piscine, si on veut, regarder si l'eau est chaude ou froide. Ça m'a tranquillement initié un petit peu à la réalité du domaine, sans toutefois réellement comprendre qu'est-ce que c'est, mais c'est une petite initiation. Dirais-tu que ça serait une belle chose à faire pour quelqu'un qui veut commencer à aller se tremper les pieds, comme tu dis, dans cet emploi-là de départ, ou encore là, peut-être juste faire d'autres choses autant ou Je te dirais que ça peut être une belle expérience de départ parce que tu sais, on commence à se familiariser avec la réalité de notre domaine, puis surtout être préposé administratif, bien on va surtout comprendre en fait les tâches administratives auxquelles on va devoir faire face quand on va devenir conseiller ou même directeur. Fait que oui, c'est une bonne façon de commencer. Bien sûr. Bien sûr. Puis après, en 2016,
tu es devenu conseiller en sécurité financière. Oui. Donc là, c'est comme le vrai poste de départ, je dirais, de l'assurance, du domaine de l'assurance. Oui. C'est quoi le poste? Qu'est-ce que ça consiste? Quand on dit conseiller, est-ce que c'est vraiment, on vient chercher tout, on apprend aux clients comment faire, en gros, c'est quoi l'emploi? Oui. Un conseiller en sécurité financière, dans le fond, principalement, sa tâche à lui, ça va être d'aller rencontrer des clients et d'offrir ses services financiers. Okay. Ça, c'est l'essence du travail. Prospection. Oui. Prospection, puis aller rencontrer les gens, puis regarder comment est-ce qu'on peut les aider. Okay. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on rencontre des clients, il n'y a jamais un cas qui est le même. Parce que on arrive là, les gens il y a toujours une façon d'améliorer la situation financière de la personne. Mais ce qui est intéressant dans notre job, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber quand on arrive là-bas. C'est un petit peu une nouvelle découverte à chaque fois, autant pour nous que pour le client. Fait que c'est une très belle expérience. C'est ça, c'est plein de nouveautés. Là. Absolument, toujours. Super. Déjà là, on est rendu à ton nouveau poste après le conseiller financier, que là, tu es directeur de vente. Puis tu te retrouves justement à former ces conseillers financiers-là. Ça serait quoi les conseillers en sécurité financière? Ça serait quoi le bagage que tu leur dirais d'absolument aller chercher pendant leur parcours en conseiller en sécurité financière? Je te dirais qu'il va y avoir des attitudes qui vont être importantes pour acquérir le poste où moi je me suis rendu. Naturellement, quand on est conseiller en sécurité financière, on est collègue avec d'autres conseillers, naturellement. Et ils nous observent faire. Et quand on devient un directeur, on devient un petit peu une figure d'autorité. Donc, naturellement, si on avait des bonnes pratiques comme conseiller, alors quand on devient directeur, ça va se retransposer et les gens ne seront pas surpris. Alors, c'est sûr que la ponctualité est importante, la présence aux formations, à quelqu'un qui est positif et qui est généreux de son temps et qui veut aider ses collègues, parce que quand on va devenir directeur, ça va être ça notre temps. On va parler un peu du futur pour toi dans le domaine, le futur du domaine en tant que tel. Quel genre d'opportunité qu'on peut s'attendre à avoir après avoir travaillé quelques années chez Industrial? Dans le fond... Comme là, on sait que tu es directeur, tu as probablement fait une montée assez rapide. Puis en fait, est-ce que tout le monde peut s'attendre à ça? C'est possible. L'opportunité, elle est là, parce que la vérité, c'est qu'on a besoin de monde. Dans ce qu'on fait, on a besoin de monde parce que notre industrie est un petit peu, si on veut, vieillissante et ça prend des gens pour la relève. Parce qu'il y a des conseillers qui sont vétérans, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils font ça. Ces gens-là prennent leur retraite. Fait qu'après, eux, ils ont dans un vide générationnel, tu dirais, un petit peu, ouais. Ces conseillers qui ont accumulé des centaines et des centaines de clients, ces clients ont besoin de services même quand ils ont pris leur retraite. Donc, ça prend des nouvelles personnes pour desservir ces gens-là. Et ça donne donc, ça peut être une super belle opportunité. Absolument. Okay. Absolument. Super. Puis en fait, là, on revient à la question, quand tu étais jeune, est-ce que tu pensais pouvoir atteindre ce poste-là? Est-ce que c'était un objectif pour toi? Est-ce que c'est ça aussi, les ambitions que tu avais d'atteindre ça qui t'a permis ça? Je te dirais, j'ai jamais cru que je me rendrais là. On me retourne une couple d'années en arrière, mettons que je serais en secondaire 5, on m'a dit que je serais assis dans cette chaise et que je ferais ça. J'aurais jamais cru. Okay. Non, j'aurais jamais pensé une seule seconde que je ferais ce que je fais, mais me voici aujourd'hui pareil. Donc tu dirais c'est vraiment juste parce que tu t'es mis à fond puis tu as fait tout ce qu'il fallait, la prospection beaucoup, c'est ça qui t'aurait mené plus à ça que le désir d'être en gestion un peu. Oui, effectivement. Je trouve que la vie a des façons intéressantes de nous amener à des endroits auxquels parfois on s'y attend pas. Puis la job qu'on fait nous permet d'en apprendre plus sur les autres, mais aussi plus sur nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je pensais pas que j'aurais, mettons qu'on m'a reculé dans le temps encore une fois, je croyais pas que j'aurais eu ce qu'il fallait pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais au travers le temps, on essaye, des fois on fait des erreurs, c'est normal, mais on apprend à en découvrir plus sur nous-mêmes et des fois on découvre des capacités qu'on a qu'on savait même pas. Fait que la curiosité est importante, l'ouverture d'esprit est une chose qui est essentielle dans ce qu'on fait parce qu'on en apprend plus sur nous. On se met en contexte. Donc je suis un jeune étudiant, je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Peut-être que je viens de finir le secondaire, je suis au cégep, je sais pas trop où je suis au cégep, puis je sais pas où aller, quoi étudier.
toi, en tant que tel, si on voudrait continuer ce parcours-là dans le domaine de l'assurance, ce serait quoi le bac à outils que tu dirais d'aller acquérir? OK. Moi, je peux parler de mon programme. Dans le fond, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était une technique au Cégep Montmorency, mais je suis souffert à, par exemple, du Montréal, d'autres écoles. Okay. Moi, j'ai fait une technique de conseil en assurance et services financiers. Est-ce que c'est mandataire d'avoir ça pour travailler dans notre domaine? La réponse est non. Dans le fond, n'importe quel programme qui va procurer une certaine formation en finance va être un plus, ça c'est certain. C'est un avantage, même ça c'est pas essentiel parce que l'Industrielle Alliance aussi vont aller procurer la formation nécessaire des gens qui veulent travailler là-dedans, même s'ils n'ont pas la formation de base. Okay. Mais des connaissances de finance de n'importe quel programme seront déjà un excellent départ. OK. Puis y aurait-tu quelque chose de, tu dirais, mais ça c'est vraiment majeur, puis ça a un impact tellement positif que je le recommanderais à tout le monde. Par exemple, connaître tel logiciel, connaître telle façon, telle approche avec le client, des lectures, des livres ou des suggestions de compétences qu'on peut aller chercher. Je suggérerais de rester à l'affût des nouvelles, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que je dis par qu'est-ce qui se passe, surtout, je parlais de mon domaine, surtout, c'est, par exemple, ouais, c'est ça, et les finances, surtout les marchés financiers, comment ça se passe, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal, parce que des fois, moi, je me fais poser les questions. Puis si je garde toujours ma radio éteinte et je ne m'informe pas, je vais me faire poser des questions sur lesquelles je n'aurai pas la réponse. Fait que c'est important de se tenir au courant des nouvelles qui se passent, puis de rester informé en général, parce qu'après aussi, ça donne du dialogue auprès des clients qui, des fois, vont avoir de l'incertitude et que être informé, être au courant de ce qui se passe va parfois me permettre de rassurer les clients à ce niveau-là. OK. Là, on a une question. Est-ce que parce qu'on sait que toi, tu as eu un parcours un peu atypique, justement, que dès le secondaire, tu t'es lancé dans l'obtention de ton diplôme collégial, mais tu n'as pas fait l'université. Puis là, on se fait souvent dire par tous les orientateurs, tout le monde, le baccalauréat, c'est super important. Est-ce que tu dirais la même chose? Est-ce que ça aurait été quelque chose de vraiment majeur dans le domaine ou dans ta carrière à toi? Je te dirais que c'est pas mandataire. D'accord? Moi, je suis directeur de vente. Je n'ai pas de diplôme universitaire et ça m'empêche pas de réussir dans ce que je fais. Mais si je veux continuer de progresser dans ma carrière, je vais devoir aller chercher des diplômes universitaires. Mais justement, c'est bien fait parce que je peux parler de mon expérience. J'ai commencé à l'UQAM cette session. J'ai un retour. Après 3 ans et demi pas d'école, je fais un retour à l'université parce que je veux progresser dans ma carrière. Dans le fond, moi, je vise un titre supplémentaire qui s'appelle planificateur financier, qui est un titre avancé dans notre domaine. Donc, ce qui est intéressant de faire ça, c'est naturellement, comme je travaille à temps plein, je fais les cours à temps partiel pour que mon horaire reste réaliste. Puis, la partie intéressante là-dedans, c'est que l'Industrielle Alliance vont payer mes cours. Naturellement, si je l'ai réussi, si je l'ai couru. N'est-ce pas? Mais c'est tout à ton avantage de les passer de toute façon. Donc. Absolument, c'est en plein ça. Fait que c'est possible de juste faire le cégep, puis après commencer à travailler. Par la suite, on peut se spécialiser, on peut faire des cours à l'université pour aller chercher des spécialités ou des titres, puis la compagnie, ils vont payer pour, parce que eux, ils investissent dans leur main-d'œuvre. Si on veut, ils vont avoir des conseillers qui seront plus compétents et qui vont avoir plus de connaissances, qui seront mieux outillés pour aller conseiller la clientèle. Fait que pour eux, c'est de l'investissement. Et après, pour nous, c'est de l'enrichissement. Fait qu'il y a cette façon-là où on peut simplement avoir le diplôme universitaire dès le départ et commencer plus tard. Mais j'aime le parcours que j'ai actuellement. Puis justement, est-ce que tu dirais que le fait que tu as pu faire ce 3 ans et demi-là avant de retourner à l'école, ça t'a donné cette certitude-là que oui, c'est ça que je veux continuer par après. Donc, quelqu'un, c'est dans la situation de quelqu'un, il a pas nécessairement, il sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il veut faire. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est encore mieux de justement aller faire quelques années dans le domaine, puis aller chercher une expérience, et après de se relancer à l'université. Oui, c'est une excellente réflexion parce que j'y avais pas pensé, mais c'est un très bon point parce que clairement, si j'aimais pas vraiment ce que je fais, est-ce que j'aurais pris la peine de recommencer de l'université après 3 ans et demi pour me spécialiser? Peut-être pas. Fait que c'est sûr que si je prends la peine d'aller à l'université, d'assister à des cours et d'étudier en même temps que je travaille, de par soi-même, ça démontre mon intérêt envers la carrière. Fait que oui, c'est une excellente réflexion. Attendre un petit peu, faire le travail. Parce que ça peut être surprenant pour les personnes peut-être de se lancer en assurance puis réaliser qu'il faut faire beaucoup de prospection, se déplacer, quand on avait en tête plus la gestion des chiffres.
Donc là, absolument. Oui, ça permet de se familiariser, familiariser un peu avec la réalité de notre domaine. Si ça fait notre affaire, ben, on poursuit. Sinon, ben, c'est pas fait pour tout le monde et c'est correct. En tant qu'une personne qui a fait plusieurs postes, quelle place le leadership à travers ça a eu dans ta position? Dans mon parcours. Ouais, exact. Dans le fond, je te dirais que le leadership était très important, pas juste comme directeur de vente, mais aussi comme conseiller en sécurité financière. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'en avais parlé un petit peu plus tôt. Dans mon cas à moi, quand j'ai commencé fraîchement à être conseiller en sécurité financière, moi j'avais dit au directeur de l'agence, le boss de mon bureau, que je voulais devenir directeur des ventes. Puis, ils m'ont mis sur une piste, si on veut. Et comme je l'avais dit, c'est important de rester positif et d'être généreux, de vouloir aider les autres, parce qu'après, ça me donne une belle image. Et on se construit, en fait, dès le départ, le chemin qu'on veut prendre dans la direction, parce qu'après, on est le point de repère, on est un fort pour les autres. Fait que si on commence ça dès le départ, après, quand on devient directeur de vente, nos collègues nous regardent et se disent « c'est évident ». Donc, ça ne devient pas comme une surprise. Fait que le leadership est très important dans ce qu'on fait. Quelles sont les qualités et les compétences que tu recherches chez tes coéquipiers? Tes formateurs, tu recrutes. C'est quoi que tu recherches chez une personne pour que « ah oui, je le veux dans mon équipe ». Qu'est-ce que moi j'aime beaucoup, c'est il faut pas avoir la conception que si t'as pas 90 à l'école, tu pourras pas faire ce qu'on fait, c'est pas vrai. Dans le fond, même moi, je peux pas dire que j'ai toujours été le plus grand académique. J'ai pas été le plus discipliné à l'école, je le dis. Mais qu'est-ce que moi je veux vraiment rechercher et que j'aime dans mon domaine, c'est des personnes qui ont de l'entre-gens et qui aiment rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui sont sociables et qui sont ouverts d'esprit, qui sont curieux à découvrir des nouvelles choses. Parce que les opportunités, ils sont là. Puis quand on est curieux, puis on essaie des nouvelles affaires, on se mouille un petit peu, on se permet d'aller chercher ces opportunités-là. Des personnes qui ont de l'entre-gens, c'est quelque chose que j'aime énormément. OK. Donc là, peut-être qu'on pourrait poser la question un peu cassée. Est-ce que extraverti et introverti, est-ce qu'il y a une vraie cassure qui se fait dès le début? Est-ce qu'il faudrait être plus tendre vers l'extraverti pour pouvoir performer dans le domaine? C'est une excellente question et des fois, c'est vrai que ça aussi, c'est une autre conception qu'on se dit, si je suis pas extraverti, j'y arriverai pas dans ce qu'on fait. Mais c'est pas exactement vrai. Pourquoi? Parce que l'extraverti, surtout quand on traite avec un client, je suis assis dans un rendez-vous, je suis avec un client, l'extraverti aurait peut-être plus tendance à parler. Mais dans notre travail, c'est extrêmement important d'écouter. Absolument. Parce que le client va nous partager des acétates de sa vie qui sont parfois très personnels. Puis, nous, on doit retenir ça, on doit l'inscrire et on doit écouter la personne. Et parfois, quelqu'un d'introverti va avoir peut-être tendance un petit peu à moins parler, mais plus écouter. Et ça va jouer en sa faveur. Fait que même quelqu'un qui est un petit peu plus introverti, pas forcément un frein dans ce qu'on fait, ça peut quasiment être une bonne chose. OK. Donc là, un peu quasiment peut-être une tendance à être caméléon, de s'adapter au client, à la limite, que ça pourrait être encore mieux. Effectivement, ça c'est important. Ouais. Pour pouvoir avancer dans ta carrière, tu as sûrement dû affronter des grands défis, puis sûrement que c'était d'affronter aussi les plus gros setbacks. En fait, c'était quoi le plus grand défi? Dans le fond, pour moi, ça a été mon départ de carrière parce que quand j'ai commencé, j'avais de la misère à conclure des transactions avec mes clients. Fait que ça m'a ralenti un petit peu dans mon départ, ça a été moins évident, mais ça a été ça, je te dirais, mon plus gros défi, là, c'était vraiment le début. C'était vraiment quand j'ai commencé. Puis sinon, peux-tu nous donner 2-3 projets qui ont été très marquants ou des opportunités que tu as dû saisir? C'était quoi qui a été le plus marquant à travers le processus? Dans le fond, je te dirais dans ma carrière, surtout en tant que la position que j'occupe actuellement, directeur de vente, des gros défis que j'ai eu à surmonter étaient de m'assurer que mes agents atteignent les objectifs. Exactement. Puis on avait des objectifs ambitieux. Une de mes représentantes, que ça fait 23 ans qu'elle fait ça, elle a atteint un record cette année qu'elle n'a jamais fait avant 23 ans de carrière. Puis, mais on l'a réussi, là. J'avais la sueur qui coulait le long de mon front. Puis j'ai eu peur, pas jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Quand j'ai regardé les rapports au début 2020, j'ai vu qu'elle l'avait, là, j'étais comme
Yes! Ah, C'est ça la beauté du défi. T'as chaud, t'as peur, tu supportes, tu travailles, mais quand on l'a, le sentiment de satisfaction est incroyable. Fait que j'en avais 2 comme ça, là, que j'avais la sueur perlait sur mon front. Donc, d'avoir des objectifs vraiment élevés, absolument, puis de tenir tout le long, persévérer là-dedans. Absolument, jamais lâcher. Ça, c'est. Il n'y a rien qui vaut ça. Maintenant qu'on parle un peu de performance, ça va être la prochaine section de l'interview. Quelles sont les principales forces et attitudes qui t'aident à avoir du succès dans ton poste? Je te dirais, j'en avais parlé, ma ténacité. Dans le fond, quand je me mets sur quelque chose, je le fais jusqu'au bout et je lâche pas. Des fois, ça devient difficile, mais c'est important de redoubler d'efforts parce que, comme je l'avais dit plus tôt, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas et c'est normal, ça fait partie de la vie et de la carrière. Et je te dirais aussi mes capacités interpersonnelles un petit peu. Je suis capable d'aller approcher les gens et de leur parler assez facilement, autant mes collègues que des clients. Des clients, c'est littéralement quasiment mes amis. Et des fois, il y en a qui m'invitent à rester à souper. Des fois, ça va jusque-là. Fait que je te dirais que ça m'aide beaucoup, c'est mes capacités personnelles de rester naturel dans ce qu'on fait. D'apprendre à communiquer avec les autres, d'échanger. Autant de discussions hors travail que le travail en tant que tel. Oui, exactement. Quelles sont les tâches à fort impact? Disons, là, tu aurais une chose à faire dans ta journée puis tu serais satisfait de ta journée, ce serait quoi? Avoir 4 rendez-vous d'organiser dans une journée. Ça, c'est une journée qui va être exigeante, mais que les rendements, ils seront là. Et c'est ça qui est le plus payant pour nous dans notre domaine, c'est être sur la route, aller rencontrer des clients. C'est un très beau sentiment parce que on va sur la route, on rencontre les gens, on les aide au niveau de leurs finances. Fait qu'après ça, quand on sort de là, moi, je veux que mes clients aient appris quelque chose. Je veux avoir un impact positif, concret. C'est ça. Puis, au bout de la ligne, moi, je suis payé pour faire ça. Fait quand après, tu en fais 4 de back-à-back, c'est une journée qui est très épuisante. Mais à la fin de la journée, tu es très satisfait de ce que tu fais. Ça serait vraiment d'aller auprès des clients, la rencontre avec le client, c'est le moment le plus important. Satisfaisant. Okay. Absolument. Puis toi, comment en tant que directeur de vente, tu es un peu en charge que les autres ils fassent la même chose puis qu'ils soient poussés à faire ça. Comment tu amènes les autres à faire les mêmes leads que tu as? Comment j'arrive à les mener sur la track, dans le fond, je m'entretiens avec eux à chaque semaine. Je regarde un petit peu où est-ce qu'ils en sont, comment est-ce qu'ils vont personnellement et professionnellement, parce que même l'aspect personnel peut affecter l'aspect professionnel, naturellement. Fait que je reste proche de mes représentants pour regarder comment ils vont, puis quand ça va bien, les féliciter, parce que c'est très important. Et quand ça va moins bien, les supporter, puis demander comment est-ce que moi je peux t'aider pour te ramener. Et naturellement... Donc, rester positif dans tout ça encore une fois. C'est ça, être là. Moi, je dois vraiment être un support pour mes agents parce que leur succès, c'est mon succès. Fait que c'est très important pour moi d'être présent pour eux et quand ils ont besoin de moi, ils n'ont pas besoin de courir après moi, je suis là. On va parler un peu d'un autre sujet, l'influence de la technologie sur ta carrière. Donc là, est-ce qu'il y a des logiciels? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que ça a déjà changé en 3 ans que tu es là depuis le début? Absolument, ça a changé en 3 ans. Dans le fond, comme on le sait, la technologie est de plus en plus présente dans la vie de tous les jours et on n'est pas étranger à ça. On sait qu'on doit suivre aussi parce que le marché, le monde s'en va vers ça. Donc, de plus en plus, on est en train de s'informatiser. Les papiers qu'on doit signer ici, signe là. On essaie de plus en plus de s'en débarrasser pour aller sur l'informatique. Fait que oui, il y a des logiciels. Puis ce que j'aime bien aussi de nos logiciels, c'est qu'ils sont très intuitifs. Ils sont faciles d'usage. Puis on se familiarise un petit peu avec. C'est facile à comprendre. Puis même pour les clients, parce qu'on les présente et ils le regardent avec nous. Donc, c'est très simple, c'est bien fait. Ouais. Okay. Pour quelqu'un qui voudrait peut-être juste se familiariser avant de venir, disons, essayer cet emploi-là, est-ce que ça serait possible de savoir c'est quoi le logiciel? Est-ce que c'est possible de se pratiquer avant? Je te dirais que c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Nos logiciels, surtout nos logiciels de transaction, c'est pas des logiciels qui sont accessibles au public. C'est accessible. C'est propre à l'industrie. C'est ça, c'est propre à la force de vente. Autant pour nous et les autres compagnies aussi procèdent de la même manière. Fait que, mais c'est pas quelque chose qui est essentiel vu qu'ils sont très bien faits, c'est très intuitif. Exactement. Fait que ça, c'est pas un problème. Est-ce que tu as des trucs à nous donner, une stratégie, quelque chose, disons, quelqu'un d'un autre entreprise qui fait la même chose que toi, si tu voudrais vendre ton punch, c'est quoi que tu donnerais comme stratégie pour closer des ventes, faire des transactions? Pour closer des ventes, faire des transactions, il y a un élément extrêmement important. Il faut faire comprendre aux clients
qui a besoin d'un produit. Et naturellement, on a besoin d'être présent. On ne vend jamais juste pour vendre. Il faut faire comprendre à un client, quand on recommande un produit, il doit comprendre pourquoi. Parce que s'il comprend le pourquoi, après, il en comprend son utilité. Et là, il comprend qu'il en a besoin, donc il va le prendre. Parce qu'on est là pour améliorer sa situation et notre travail, c'est leur faire comprendre l'utilité de ce qu'il prend. Par exemple, paye une assurance vie de 100 $ par mois. Pourquoi il paye 100 $? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Fait que c'est faire comprendre l'utilité du produit. Pourquoi il en a besoin? Juste s'assurer que ça soit qu'est-ce qui est nécessaire. Absolument. Qu'est-ce qui peut rendre la situation meilleure. Oui, c'est ça. Ça doit toujours être nécessaire et ça doit correspondre à la situation. Donc là, c'est vraiment dans l'éducation du client qui serait comme le selling pitch un peu. Un petit peu, c'est ça, parce que dans le fond, comme je l'avais dit, moi, quand je rencontre un client, mon objectif, c'est que je veux apprendre quelque chose au client. Parce que, et je le dis même à mes clients, ça, parce que par la suite, quand je vous apprends des choses sur vos finances personnelles, on dit toujours qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Fait qu'après, quand les gens ils comprennent mieux leurs finances, moi j'en fais une révision avec eux, ce qu'ils ont déjà, même quand c'est dans une autre compagnie, moi je le révise avec eux, je leur explique, parce qu'ils le comprennent mieux et ça réduit leur insécurité envers leurs finances. Fait qu'après ça, ils sont plus confortables et dans le futur, ils sont capables de prendre des décisions plus éclairées. OK. Sinon, hors le travail, hors les écoles, est-ce qu'il y aurait des ressources, compétences qu'on pourrait aller chercher à quelque part? Est-ce que on a déjà posé la question de suivre l'actualité. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait aller chercher pour juste peaufiner son travail? C'est dans le domaine. Ouais. Je te dirais que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le marché boursier. D'accord? Et dans le fond, dans mon domaine, il y a deux lignes principales d'affaires, si on veut, les assurances et les placements. Ça, c'est nos lignes d'affaires majeures. On en a d'autres, mais ça se consiste surtout de ça pour moi. Puis, moi, je suis un petit peu biaisé. J'aime plus les épargnes, d'accord? L'investissement. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup au marché boursier, un petit peu par hobby parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi. Et après, quand je rencontre les clients, ça me donne plus de langage parce que des fois, il y en a, ça va arriver qu'il y en a qui sont plus connaisseurs. Aussi, c'est ça? Oui, exactement. Il y en a qui sont plus connaisseurs et qui sont à l'affût des marchés aussi. Parfois, les clients, il y en a qui ne se connaissent pas du tout, mais il y en a qui sont bien alertes. Donc, c'est là que quand on prouve qu'on sait de quoi on parle et on est à jour sur ce qui se passe, ben, ça inspire confiance à la personne. Il voit qu'on est compétent et encore une fois, ça sécurise le client. OK, c'est super. La prochaine section, on vient de closer la section plus performance. Là, on va dans les questions à caractère tabou. Donc là, c'est des questions un peu plus tricky. Ici, on va commencer par la question du salaire. C'est quoi la fourchette de prix qu'on peut s'attendre? Là, comment on augmente de salaire? Comment ça fonctionne? Dans le fond, le conseiller en sécurité financière, surtout dans ses départs, est dépendant de moi, dépendant d'un directeur de vente comme moi. Mon objectif à moi, quand quelqu'un travaille avec moi, je veux faire les efforts nécessaires pour le faire commencer à 50 000. Ça, c'est quelque chose que je travaille avec mes agents et on est comme ça pour atteindre cet objectif. Puis, il faut comprendre que nous, ce qu'on fait, ça peut faire peur à certaines personnes, mais on n'a pas de salaire de base. Moi, je suis pas payé 15 $ de l'heure, 20 $ de l'heure plus commission. Je suis rémunéré seulement à commission. Donc, c'est strictement à la commission. Strictement à la commission. Ça peut faire peur de premier ordre à quelqu'un, mais être payé à la commission, c'est... il y a les deux extrêmes. Autant tu peux vraiment faire des beaux chiffres que ça peut être difficile au départ. Tu as raison, mais je ramène toujours le point sur la table que à salaire ou à commission, il n'y a personne qui paye à rien faire. Donc, comment c'est cette base-là? Et je dirais qu'être payé à commission, c'est la façon détournée de dire qu'on va se faire justement rémunérer pour le travail qu'on a fait. Pas moins, surtout pas, pas plus, mais surtout pas moins. C'est comme ça que je veux dire. Puis, parce que on a tous vu ça un petit peu dans... C'est vraiment lié à la performance. C'est lié à la performance, puis en même temps, je te donne une analogie que tu as sûrement vu toi-même, que j'ai déjà vu, qu'on a tous peut-être vu à un certain niveau. On va regarder par exemple un McDonald's, d'accord? On arrive là, puis il y a toujours un employé à quelque part qui va se casser la tête en quatre pour faire le travail. Parce que le travail, il a besoin d'être fait. Et on en a toujours un autre qui... me semble il est lent. Qu'est-ce qu'il fait? Me semble sa pause était longue. Il est passé où celui-là? Pourtant, ces deux personnes sont payées le même salaire ou sensiblement le même salaire. C'est pas juste. Dans notre domaine,
quelqu'un qui se fend la tête en quatre pour faire la job va avoir le salaire de quelqu'un qui se fend la tête en quatre. Okay. Et quelqu'un qui... Donc, ça peut être très stimulant aussi, cette façon-là d'être rémunéré. Absolument. Parce que tu vois déjà concrètement qu'est-ce qui arrive. C'est toi qui as créé ça. Puis... C'est ça. Fait que quelqu'un qui est déterminé à la tâche, quand il travaille, il va jusqu'au bout. C'est quelque chose de plus intéressant parce que cette personne-là va se faire rémunérer justement pour ce qu'il a fait, surtout pas moins. Donc là, c'est un peu faire le plus de transactions possible, à aider le plus de clients possible à atteindre leur objectif. C'est ça qui serait le signe que tu vas avoir tu vas avoir une plus grande commission. Oui, je pencherai encore plus vers aider le client le plus possible. Parce que donc, pour avoir un plus gros salaire, il faut continuer à aller chercher les personnes, les aider et continuer à les aider à travers les années. Oui, c'est exactement ça. La beauté dans notre domaine, c'est que c'est une relation win-win. Dans le fond, plus on rencontre de clients, plus on leur offre nos services financiers, on les sécurise au niveau de leurs assurances, on s'assure de construire des bons plans d'épargne pour qu'ils atteignent leurs objectifs comme ils le veulent. Eux, après ça, on sort de là, eux, ils sont sécurisés, ils sont satisfaits, et nous, on gagne notre vie comme ça. Fait que plus on rencontre de gens, plus c'est payant pour nous et plus on aide de monde. Et naturellement, le besoin de ces personnes-là évolue au travers des années. Mettons, un couple dans le début de trentaine, ils viennent d'avoir un enfant. À un moment donné, ça s'achète une maison, les besoins ils changent. À un moment donné, la retraite, elle approche. Encore une fois, les besoins évoluent et c'est important de suivre nos clients parce que les recommandations ils vont différer et ils vont avoir besoin de nos services. Fait que c'est un service au départ, mais c'est un service continu. Fait que, et plus on en fait, plus c'est payant. OK. Puis donc là, à la fin, quand même, ça doit être compliqué de lier le travail, la vie à l'extérieur du travail, la vie sociale, les loisirs. Je te dirais que c'est réalisable. C'est au début de la carrière, naturellement, quand on parle d'une entreprise comme ce qu'on fait, il faut y investir un petit peu plus de temps, c'est normal, parce qu'on n'a pas cette stabilité qu'on a. Une récurrence exemple, des années après année, le client est resté, donc là, il y a une récurrence. Oui, exactement, c'est ça. Nous, on reçoit un revenu périodique au travers du temps, on acquiert de l'expérience. Au début, il faut s'investir un peu plus, mais notre travail nous confère une liberté. Liberté qui doit être utilisée avec sagesse parce que n'importe quoi, si on en abuse, ça peut se retourner contre nous. Mais notre horaire est très flexible. Moi, je peux me retirer, par exemple, moi, je m'entraîne sur mes heures de dîner. Moi, je ne suis pas timé 1 heure de dîner, non. Je peux prendre 1h30, je peux prendre 2 heures. Mais c'est sûr que si je le fais régulièrement, je perds du temps de travail et au bout de la ligne. C'est vraiment un jeu de tu sacrifies quoi et tu décides de faire le sacrifice de ne pas aller à cette soirée-là pour voir un client ou. Donc, c'est souvent cette question-là qui revient. Un petit peu ça, mais plus on fait ce travail-là, plus on y devient efficace et plus on y devient bon. Donc, on a peut-être besoin d'y investir un petit peu moins de temps pour réaliser le même salaire. Fait que là, tu as le choix de, est-ce que tu veux peut-être réduire un petit peu plus 16 heures pour avoir plus de temps avec ta famille, mais quand même gagner ta vie, ça se fait? Ou si tu es un petit peu plus, tu es quelqu'un qui est plus ambitieux, plus carriériste, mais là, tu peux y investir encore plus de temps. Poursuivre dans cette optique-là, et là, ton revenu va encore plus. La carrière peut se mouler à ton horaire et à ce que tu désires. Absolument. Ça, c'est vrai. Oui, absolument. Super. Donc, le congé, encore cette question-là, c'est tu prends ton congé si tu veux ou non. Bonne réponse. C'est ça. Absolument. Flexibilité de l'horaire, très flexible. Ouais. L'ambiance au travail, le niveau de stress, ça, c'est-tu très présent? Je te dirais que le stress, il y en a. Pas tous les jours. En fait, le stress va peut-être se faire sentir un petit peu plus quand on arrive au fin de trimestre. Là, on sent que les deadlines, comme, pardonnez l'anglicisme, quand il faut atteindre les objectifs. Oui, c'est ça. Le temps qui a été accordé. Oui, c'est dans plein ça. Quand on s'approche de la limite, c'est comme un devoir que tu n'as pas fait puis tu as à remettre le lendemain. Un goût de sueur qui coule. Fait que c'est un petit peu la même affaire. Quand les deadlines y arrivent, des fois on stresse un petit peu puis là on va mettre le boucher double pour y arriver. Mais tu dirais pas que c'est des stress négatifs qui entourent? Non, c'est pas des stress négatifs parce que ça nous pousse à atteindre plus. Puis au bout de la ligne, quand on en fait plus, ça en fait plus dans nos poches. Fait c'est certain que oui, il y a du stress, mais c'est jamais tendu dans le stress. Okay. Super. Donc là aussi, disons qu'une personne, justement, il y a une gestion de crise, qu'il y a des burn-out, dépression, est-ce qu'il
Est-ce que ça arrive, ça, dans cet emploi-là? Ou, Je te dirais que dans mes 3 ans et demi de carrière, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment vu, c'est pas récurrent. C'est certain que ça doit arriver par moment, j'en doute pas. Mais on a des assurances collectives qui vont aller couvrir en partie des frais pour psychologue ou autre pour ces services-là en partie. Et en bonne partie, je dis la même. Fait qu'au moins, il y a cette aide-là qui est fournie par la compagnie. Puis là, c'est la question, tellement c'est flexible que c'est toi qui décides quand tu travailles ou non. Là, sûrement que ça doit être de limiter un peu ton travail pour être correct, c'est ça? Oui, ben c'est quand on fait un burn-out, ben littéralement là, on va prendre un temps d'arrêt pour vraiment prendre le temps de se reposer et de se remettre parce que au bout de l'année, il faut toujours se rappeler, oui, on travaille, oui, il y a de la performance, mais on est des humains, on n'est pas des machines. Fait qu'il faut, à quelque part, c'est sûr, c'est important de s'occuper de nous-mêmes en même temps. Sinon, une autre gestion de crise, un client, on est dans le domaine de l'assurance, quand on couvre quelqu'un pour une assurance, ben quand il revient nous voir, des fois, c'est parce que il est arrivé un malheur, il est arrivé, sa maison, exemple comme ça, sa maison est passée au feu. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la gestion de ça? Je te dirais que moi, ma partie à moi, mettons quelqu'un dont la maison est passée au feu, ben là, c'est sûr que moi, j'ai toujours compatir et être là en support émotionnel pour le client, il n'y a aucun doute. Maison qui est passée au feu, je vais plus la référer au département d'assurance de dommages. Okay. Mettons, dans mon scénario à moi, qu'est-ce qui me concernerait plus, c'est mettons un client a une invalidité. J'en ai eu un client à moi, tombé en moto. Plus capable de travailler. Mais je lui avais procuré une couverture pour ça, pour son prêt hypothécaire. Ses mensualités, dans son invalidité, sont assurées. Quand il arrive des réclamations comme ça ou même des décès, c'est ça qui donne réellement le sens à notre travail. Parce que malheureusement, dans mes 3 ans et demi de carrière, de tous les clients que j'ai rencontrés, j'en ai perdu un seul. Un seul client. Et mon premier. Quand tu dis perdu, c'est décédé malheureusement. C'est le seul, et c'était mon premier de ma carrière. Et je l'ai perdu. Mais j'avais procuré une couverture d'assurance vie, puis comment ça fonctionne? Ben, au décès, la compagnie va aller payer un montant pour la famille. Ça peut être 300 000, 400 000. Et quand on arrive dans la famille, puis ils ont perdu le père de la famille, c'est dévastateur. Donc, limite, nous, on arrive avec un chèque de 400 000. On est là pour supporter émotionnellement la famille dans cette épreuve difficile, mais quand on arrive avec un montant comme ça, ça aide énormément. Parce que notre but à nous, c'est de leur épargner le fardeau financier. Parce que déjà, le fardeau émotionnel est incroyable. Fait que si on peut épargner le fardeau financier au moins aux clients, ils nous en sont éternellement reconnaissants. Qu'on avait avec un chèque de 400 000, limite, il manque juste une carte de super-héros en arrière. Et c'est là que notre travail prend tout son sens. Pour conclure, on veut vous laisser notre histoire sur 2 questions. La première, ce serait quels sont les aspects les plus positifs ainsi que les aspects les plus négatifs de ton emploi? Les aspects positifs, je dirais le potentiel de revenu de notre travail. Parce que c'est très possible, en dedans de 2 ans, dans ce qu'on fait, de se ramasser avec des revenus dans les 6 chiffres. Ça se fait. Mais naturellement, c'est pas en faisant 35 heures, 40 heures qu'on se rend là. Le potentiel de faire de l'argent dans ce qu'on fait est très présent. J'en ai parlé plus tôt, la flexibilité d'horaire aussi est quelque chose qui est énormément apprécié. Pour avoir fait moi-même des jobs de 8,5 à 4,5, je pourrais pas retourner à ça. J'aime trop, je profite trop de cette flexibilité qui m'est offerte et c'est quelque chose qui est énormément apprécié par n'importe qui fait notre travail. Les aspects que je te dirais un petit peu plus négatifs, c'est le départ de carrière. Il faut travailler plus fort. Parce que quand on parle d'une entreprise, on regarde Amazon, par exemple. L'année la plus payante d'Amazon, on comprend que c'était pas la première, la deuxième. C'était la 27, la 25e, la 30e. Chaque année subséquente est plus payante que la précédente. Mais au début, il faut faire quelques sacrifices, il faut investir un petit peu plus. Ça, et je dirais aussi, comment dire ça? Il faut parler. Il faut avoir de la ténacité. Dans le fond, il y en a des fois qui vont abandonner un petit peu trop vite, mais c'est important de rester tenace dans ce qu'on fait parce que c'est réalisable, puis on est capable. Fait que ça serait comme un peu la difficulté à voir que ça peut fonctionner bientôt, que ça pourrait être l'aspect négatif. C'est ça. Puis la deuxième question, la dernière, quel serait le profil type d'un individu qui serait heureux et accompli dans ce domaine? Je te dirais quelqu'un qui est ambitieux. Quelqu'un qui veut aller plus loin
Et quelqu'un qui veut, comme j'en avais parlé un peu plus tôt, quelqu'un qui veut se faire payer pour le travail qu'il fait. Quelqu'un qui a ce thinking-là, qui sait qui va se donner à ça. Ouais. Quelqu'un qui a la fibre un petit peu entrepreneuriale et quelqu'un qui va être satisfait dans ce qu'on fait parce que cette personne-là va peut-être avoir soif d'aller plus loin et c'est entièrement possible dans ce qu'on fait. Et quelqu'un naturellement qui est curieux dans la vie, qui va aller chercher à découvrir des nouvelles choses parce qu'il y en a toujours plus à découvrir, toujours plus à savoir et plus on est outillé dans ce qu'on fait, mieux ça va être et plus on va être prêt à toutes les situations. L'actualité, suivre l'actualité, s'informer de la bourse. Donc là, c'est tous des sujets à être curieux. Oui, tous des sujets qui sont pertinents là-dedans. Mais super. Merci beaucoup pour l'interview. Ça me fait plaisir. C'était très généreux de ta part. En fait, avant de quitter, est-ce que tu voudrais dire quelque chose à notre auditoire? Je vous dirais, dans le fond, cher auditoire, que moi-même, directeur de vente, je suis responsable du recrutement à l'Industrielle Alliance. Fait que si vous avez aimé l'entrevue et c'est quelque chose qui a piqué votre curiosité, écoutez, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi parce que je suis en période de recrutement et je me cherche des nouvelles personnes avec qui travailler. On va laisser toutes les coordonnées de Francis dans la description du vidéo. Si jamais vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Contactez-nous directement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.